Voilà, bonjour à vous toutes et tous. On commence ce cours de lecture et c'est la leçon 3 du cours de lecture. Donc on est toujours avec le Sutra du cœur. Pour l'instant, on décrypte, on essaie d'y voir clair, puis petit à petit, ça nous permettra de rentrer. C'est le but à terme, hein, de rentrer dans les arcanes du Sutra et de comprendre tout ce qu'il nous raconte. Mais on y va tranquille. D'abord, là, on se familiarise avec toutes les lettres pour faire que ces 30 premières lettres, les lettres quoi, premières, c'est-à-dire les 30 lettres consonnes de l'alphabet tibétain, que petit à petit ce soit clair pour nous et ce sera très bien. On commence par une prise de refuge, toute simple, toute simple, mais voilà, mais profonde néanmoins. Et, et puis ensuite, on s'engage dans cet exercice de lecture et d'apprentissage des lettres. Sangye chokang tsoge chonam la chang chom prato dani kyal sochi dage jin tsoge pe sunam rola penjere sangye chumprai sho. Prise de refuge, manière de nous souvenir que, ben voilà, finalement, c'est aussi tout l'intérêt de l'étude, c'est que l'étude des lettres, elle nous mène à la compréhension du sens et donc, en fait, à la libération. Parce que plus on comprend les choses du point de vue bouddhiste, plus nous sommes proches de l'éveil, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, voilà. Donc, là, vous voyez, première leçon, on était avec le turquoise, la deuxième avec le vert, et là, la troisième avec le rose. Donc, quand vous regardez notre texte, le constat qu'on peut faire, c'est qu'il se remplit. C'est-à-dire qu'avec, même en n'étant pas arrivé à la fin de toutes les lettres, et la fin de toutes les lettres, c'est ça, bien sûr, toutes les lettres consonnes, là c'est les 30, sont, et vous voyez, bon, il en reste encore à marquer. Alors on a des trous, hein, on voit qu'on a des trous dans ce qu'on a appris. Donc par exemple ça, ici, ici. Bon, ça c'est nouveau, mais ici. Donc, c'est pas grand-chose finalement hein, sur nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour nous aujourd'hui, les 6 lignes du tableau. Après, il reste 7e, 8e, donc on est vraiment bien au bout. Et là, ben, en fait, en étudiant contextuellement, petit à petit, ça va vraiment nous permettre d'apprendre dans la foulée la totalité des lettres. On pourrait dire qu'on en est à la 3e leçon. À la 4e leçon, c'est-à-dire en un mois, on aura en tout cas les 30 lettres dans la poche et puis des éléments de compréhension du fait de l'approche contextuelle sur tout le reste. Ce qui fait que ça nous permettra ensuite de continuer cette méthode et de voir de syllabe en syllabe eh bien, toutes les combinaisons. Et puis d'apprendre par la bande, l'occasion faisant toujours le larron, d'apprendre comment les choses se construisent en tibétain, ce qui est une bonne chose. Alors vous avez vu, là j'ai introduit, depuis la dernière fois, j'ai introduit, je vous le dis ici, la page d'exercice. Et la page d'exercice, c'est le tibétain feuille seule. Voilà, qui vous permet tout simplement d'en faire une page en soi, et puis voilà, un peu comme, j'ai souvent pris cette image, mais je pense qu'elle est assez claire, c'est vraiment comme nous qui nous baladons dans une forêt, et petit à petit, on éclaire les choses parce qu'on a des points de repère. C'est vraiment la chose la plus importante hein, au début. C'est vraiment d'établir les points de repère. Et d'établir les points de repère autant au niveau des lettres qu'au niveau des constructions. C'est-à-dire au bout d'un moment, il y a des syllabes qui reviennent. Et puis ces syllabes qui reviennent, voilà, elles nous aident. Et elles nous donnent une forme de sécurité dans le texte. Ok, donc ici, si on regarde le tableau d'abord, donc on en est à ces deux colonnes. Voilà. Et puis, vous le verrez à un moment donné, je vous le dis dans le texte, là, on pourrait dire que ces deux colonnes, ces deux lignes plutôt, voilà. Et puis ici, concernant les deux lignes, les deux dernières lignes du tableau, il se trouve que, alors là, par la bande, on va les apprendre très facilement. D'abord parce que ça, c'est le A fondamental, ça, c'est le Ha, et puis finalement, vu qu'ils sont assez isolés, on les repère facilement. Et puis là, on est avec 3 lettres qu'on voit très souvent parce que ce sont des suffixes. Celle-là, on la voit
on la voit, elle est moins souvent présente, mais ici, ce sont des suffixes. Et ces suffixes, on les a déjà vraiment repérés. C'est-à-dire déjà dans les 2 premières leçons. Alors pour l'instant, je ne dis pas qu'il y ait un automatisme. Vous voyez ça, vous dites quoi, suffixe, pas de problème, on va encore et encore y revenir. Mais c'est pour dire que même si on ne les a pas formellement encore vus, ces 3 lettres, vous les avez déjà rencontrées. Les avoir rencontrés, ça ne veut pas forcément dire que vous les connaissez, mais vous les avez déjà rencontrés. Une Donc, question, Jean-Marc. oui, bien sûr. Donc, tu dis que ce sont des suffixes, mais aussi tu dis que chaque lettre est aussi un mot en lui-même. Ouais. Chaque syllabe est aussi. Donc c'est à la fois les deux ou c'est uniquement des suffixes? Alors, c'est toujours d'abord un mot en lui-même, tout le temps. D'accord. Et puis ensuite, quand je dis qu'on les a déjà rencontrés sans forcément les connaître, on les a rencontrés, et on va le voir ensemble ici, on les a rencontrés dans leur fonction de suffixe, en général, dans la construction des lettres, dans la construction des syllabes. Pas dans la construction des lettres, mais dans la construction des syllabes. Par exemple, on peut tout de suite le voir ici. Ouais, on va travailler là-dessus. C'est juste pour vous présenter, là, voilà, pour vous présenter les lettres de cette leçon. Ici, on a une syllabe intéressante. Je peux zoomer, comme ça on la voit bien. Voilà, vous la voyez bien sur l'écran. Voilà. Donc là, ok. Tac. Ça, normalement, par exemple, il n'y a plus rien de mystérieux. Pour vous. Hein? Pao Chanaro Machom. Ça ring a bell ou rien du tout? Si, nickel. Nickel, super, impeccable. Donc voilà. Donc idéalement, ben voilà, si vous vous mettez petit à petit à la méthode, vous avez toujours le principe de la leçon, de la construction de la leçon, mais je crois que vous l'avez vraiment bien compris, c'est les lettres dans leur contexte. Donc ça, c'est important. Alors là, je ne reviens pas sur le chom, hein, je reviens sur d'autres syllabes. Certaines, on en a déjà vu. Mais vous avez toujours à la fois la syllabe et puis la formule. Et la formule, c'est l'apprentissage de son épellation. Et ça permet aussi d'être contextuel, plutôt que de prendre tout le texte et puis d'apprendre son épellation. Systématique, j'entends. Voilà, donc on reprend ça. Donc chom, plus de mystère, a priori. Pao, chanaro, cho, ma, chom. Ok, ça, c'est l'épellation de la lettre et la lecture de la syllabe et la lecture de la syllabe. Par souci pédagogique, prenez l'habitude chaque fois au début d'épeler et ensuite de lire, même quand vous apprenez une liste de mots. C'est quand même beaucoup mieux. Parce que comme ça, vous prenez l'habitude et mine de rien, vous êtes aussi en train d'apprendre l'orthographe. Parce que l'orthographe est très important en tibétain. C'est souvent la seule chose qui vous permettra de faire la distinction dans tous les nombreux homophones qui peuvent exister. Donc ça peut être quelque chose de très pratique. Et puis surtout, ça vous apprend à délier la langue, à bien prononcer et donc à bien lire. Pao, chanaro, choma, chom. Ok. Alors, là où je disais que dans la 7e ligne et 8e ligne du tableau, surtout la 7e, il y en a 3 parmi les 4 de la 7e ligne qu'on a vu en termes de lettres qui viennent se rajouter, etc. Ben là, on a aussi un exemple. Je ne vous l'ai pas mis parce que pour l'instant, elle n'apparaît pas dans les lettres qu'idéalement on doit savoir, mais le la est une lettre dont on a déjà parlé. La, da, ta, da, na, den. Et à nouveau, on en parle comme ça, volontairement, pour pas que ça devienne trop compliqué. Donc tranquille, on y va par étapes. Mais on l'a déjà plus ou moins vu. La, ta, ta, da, na, den. On n'a pas besoin de la savoir encore complètement. Mais bon, la, ta, ta, da, na, den. Et on a déjà peut-être repéré, en tout cas peut-être que pour vous c'est déjà maintenant clair, que il y a 2 choses qui peuvent être claires. C'est que quand une lettre elle est accompagnée d'un signe voyelle, par exemple, ou quand elle est empilée, mais on pourrait dire qu'elle est empilée ici aussi, dès qu'elle est empilée, dès qu'elle est accompagnée par quelque chose, soit au-dessus, soit au-dessous, hein, au-dessus, au-dessous, automatiquement c'est la lettre de base ou la lettre racine. Tout le temps. Ça, c'est une règle
Bah, je pense elle est absolue. Il n'y a pas grand-chose d'absolu dans le monde, mais on voit la nuit. Non, j'en sais rien. Là, peut-être qu'elle n'est pas absolue. Mais il me semble que... Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours... Là, par exemple, il n'y a pas d'empilage, hein, ou d'empilade. Donc, on peut se dire quelle est la lettre de base ou la lettre racine. On va y voir, on va le voir. Mais quand une lettre est accompagnée au-dessus, au-dessous, alors là, on est sûr que c'est la lettre de base, tout le temps. Et une deuxième chose dont on peut être sûr, c'est qu'on commence toujours la lecture par le haut et on termine par le bas. C'est-à-dire la, ta, ta, da. S'il y avait un signe voyelle comme le naro, qu'on a appris par là, hein, l'occasion faisant le larron, donc on a appris que ça, c'est un naro. On ne le sait peut-être pas encore complètement au moment où on n'en est qu'à la 3e leçon. Mais ça vous dit quelque chose. Donc naro pour le son O. Donc si on a un signe voyelle naro ici, admettons, admettons, tac, on écrit un signe voyelle là au-dessus de la syllabe, ça nous donnera la, da, ta, da, naro, do, na, den, admettons. C'est-à-dire que, tout simplement, on épelle depuis le haut, la, da, ta, da, et on termine avec le signe voyelle. Mais ça, de nouveau. Mais à quoi ça sert qu'on mette un naro si le na après efface, puisqu'on sait que le na, il transforme le a en e. Pourquoi on met un naro alors? Alors, d'abord, à quoi ça sert? Donc, c'est-à-dire que les Tibétains, en fait, ils ont décidé de leur orthographe bien avant nous. Hein. Donc, en fait, l'orthographe, les lettres et toutes les parties constituantes d'une syllabe ont pour but d'indiquer l'orthographe d'une syllabe. Donc, à quoi ça sert? Ça sert d'abord à ça. Et puis ensuite, la, da, ta, da, naro, do, admettons, le O va devenir E. Et donc, on produit le son E à cause du suffixe na. De nouveau, attention, ça fait partie des notes que vous avez vues passer dans les supports du cours. Ça ne veut pas dire qu'à ce stade, vous êtes complètement clair sur le fait que la, sa, da, na change le son A en E, ou en U, O en E, I reste I, R reste E. Donc là, ça c'est la théorie, telle que je viens de vous le dire. Et puis tout à coup, si je ne vous disais que cela, on se dit « Ouh là là, il faut que j'apprenne tout ça par cœur », ça peut nous faire partir en courant. Donc ce n'est pas du tout le but. Simplement, petit à petit, on va se rendre compte que les sons voyelles peuvent être changés par les suffixes. Ça va être un des enjeux de l'apprentissage de la lecture. Mais tranquille. Par contre, là, il faut avoir repéré qu'on lit on épelle depuis le haut jusqu'au bas. Et puis ensuite, tous les éléments, naro, dengbu, shabkyu, etc., même si après leur son est changé par ce qui suit, leur fonction, et c'est la fonction de chaque élément constitutif d'une syllabe, c'est d'être lié à un sens, tout le temps. C'est l'orthographe. Et l'orthographe est fondamentale. L'orthographe, d'ailleurs, c'est pas si simple, parce que, c'est simple dans aucune langue, hein, mais voilà, ça a vraiment son rôle. Parce que, justement, comme je vous l'ai dit avant, il y a beaucoup d'homophones. Donc, quand vous avez beaucoup d'homophones, souvent, le seul moyen, c'est de vous en sortir avec l'orthographe. Mais bon, tranquille. Voilà, donc là... Jean-Marc, oui. Jean-Marc, oui, bien j'aurais sûr, une question. Oui. Je crois que c'est la même que la dernière fois. Ouais. Le ta, il se transforme en da parce qu'il y a le na. S'il y avait eu que la ta ta, on aurait dit ou la ta da. On aurait dit... Ouais, on aurait dit la ta da, en fait. Parce que... ouais, on aurait dit da. Alors, peut-être pas... ça, j'ai de la peine à dire, parce que là, je l'ai appris aussi, on va dire, dans le contexte de la langue parlée. Donc, je n'ai pas une règle absolue à vous fournir ici. Je sais qu'il existe des règles. Là, si on regarde, par exemple, le manuel de tibétain, je crois que c'est tibétain standard de Tournardre, je pense, l'asiathèque. Là, il y a toute une description assez précise sur la transformation des sons. Mais là, ça m'échappe un peu. Et il se trouve qu'en plus, il y a pas mal de sons, comme par exemple le ta ici qui devient da,
en plus, Oui. souvent, le son qui est bas et expiré, au niveau du ton, ça va devenir haut. Par exemple, par exemple ici, sanyata, hein, le nya, normalement c'est nya. Mais là, sanyata, nya, ça monte le son, ça monte le ton. Nya, nya, ning, ning, ning. C'est pas ning, c'est ning. Parce que le tibétain est une langue tonale. Alors, c'est pas une langue tonale au même titre que le chinois, hein, ou. Alors là, ça serait super compliqué, quoi, disons. C'est une des difficultés de la langue. Là, c'est pas à ce point-là, mais c'est quand même un peu. C'est-à-dire que ning, c'est pas ning. D'accord. Mais, en même temps, no panique. Tout va bien. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord toujours le contexte, et puis qu'en général, on s'en sort. Moi, je pense que ça m'a pris des années avant de vraiment capter que, ah oui, d'accord, le tibétain est une langue tonale. Et moi, je me rappelle vraiment, j'ai des anecdotes de personnes qui, tout à coup, bien qu'elles savaient lire le tibétain depuis longtemps, ont découvert des années après qu'en fait, oui, c'était vraiment important d'être respecté. N'ayant pas vraiment compris l'importance de ça. Ça, c'est normal. C'est parce que nous, on vient d'une langue absolument pas tonale. Même si on peut discuter de ça. Mais c'est a priori pas une langue tonale. Donc voilà, bon. Voilà pour ça. Mais cela dit, si la question t'intéresse, Dominique, là, je pense que tu trouveras la réponse dans le manuel de tournade. Ça, oui, c'est un bon manuel, hein, vraiment. Il n'y a pas de doute. Ok, donc une syllabe qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Ouais, bien sûr, Patrick. Ouais, excuse-moi, une petite question qui me trotte dans la tête. Si on prend par exemple la toute première syllabe, là, donc par exemple la toute première lettre, tu la prononces Pao. Après, la voyelle, je la prononce Naro. Est-ce que tu pourras nous dire où on peut trouver ou nous donner en fait la liste de comment on prononce chacune de ces lettres? Parce que pour moi, dans ton tableau, c'est pas Pao. Alors, Patrick, c'est exactement pour ça que je propose d'avoir plutôt une approche, on va dire, contextuelle. La liste, vous les avez. Si vous voulez, vous allez dans les ressources. Vous avez tout le manuel d'apprentissage pour étudier le tibétain, la lecture. Donc là, vous avez l'approche complètement classique. C'est-à-dire, vous avez les listes de toutes les choses. Maintenant, pourquoi je ne privilégie pas ça? C'est pour être en fait plus efficace et pour toujours se rappeler que voilà, c'est bien de comprendre les lettres dans leur contexte. Alors là où je veux en venir, c'est que à partir du moment où tu as compris que quand une lettre elle est préfixe, tu lui rajoutes le AO derrière, en fait tu l'as comprise ta liste. Après, la liste, c'est savoir qu'il y a 10 préfixes. 5 préfixes. Attends, voilà. 5 préfixes. Il y a 5 préfixes. Et donc, au bout d'un moment, on va dire que, encore une fois, l'occasion faisant le larron, tu finis par savoir que ce sont des préfixes. Parce que d'abord, tu les apprends dans le contexte, donc ça, il n'y a pas de doute. Et puis après, tu rencontres que ceux-là. Donc, au bout d'un moment, tu le sais. Mais si je vous disais, maintenant, apprenez par cœur la liste des préfixes, puis apprenez par cœur la liste des suffixes, c'est un peu moins goûteux, hein, en général. Et puis là, tout à coup, on se dit, oh là là, déjà, je vais apprendre à lire, et puis il faut que je me tape des listes de trucs. Donc, voilà, c'est histoire de rendre un peu plus sympa quand même l'approche. Mais c'est pas que pour être sympa, ça n'a rien à voir. C'est aussi pédagogique, c'est-à-dire moi, je crois très fort au rapport contextuel, tout le temps. Que ce soit d'ailleurs même pour le dharma, pour n'importe quoi d'autre. Donc ici, Pao, Chanarocho, Machom. Et puis Pao, voilà, tu as ta réponse, on pourrait dire. C'est-à-dire que tout préfixe, tu le diras Pao, Mao, Kao, Dao, tout le temps. Et tu le dis comme ça pour te souvenir à l'épellation que c'est un préfixe, justement. C'est pour ça que l'épellation est importante, parce que l'épellation, elle nous permet aussi d'apprendre la fonction des lettres dans une syllabe. Parce que les lettres dans une syllabe changent. Ici, tu as le Pao, c'est-à-dire tu as la lettre Pa en tant que préfixe, mais tu pourrais très bien avoir cette même lettre en tant que suffixe, ou avoir cette même lettre en tant que lettre racine. Et ça change chaque fois. Donc, pour savoir que là, en l'occurrence, c'est un préfixe,
eh bien, tu dis PAO. Ok, ça, j'avais pas compris que cette lettre-là ne se prononçait pas PAO, enfin, ça s'appelait pas PAO si elle était suffixe ou lettre racine. D'accord. Je comprends pourquoi il n'y a pas de grille automatique. Alors, il n'y a pas, ouais, alors, cela dit, il y a la liste des suffixes, les listes des préfixes, ça, on est complètement d'accord. Mais encore une fois, je pense que c'est un peu moins rigolo comme approche. Et même si le but, c'est pas forcément d'être drôle. On est d'accord. Mais ici, si on revient à cette syllabe, donc, là, on en a, vous verrez, ça, j'ai l'explication théorique, mais là, je vous la donne. Là, on en a 3. Donc, peut-être que vous avez retenu, ou pas, c'est égal, mais qu'en général, quand on en a 3, c'est celle du milieu qui est la lettre racine. Voilà, ça, mais c'est une règle qui vaut ce qu'elle vaut. C'est-à-dire, elle vaut, à mon avis, pas toujours grand-chose. Parce qu'on peut vite se retrouver aussi dans une construction à 3 lettres, où il se trouve que c'est la première, la lettre racine. Puis là, du coup, on est un peu paumé. On se dit, oui, non, mais bon. Eh bien voilà, là, il y a un bout de ta réponse, finalement, Patrick. C'est-à-dire que quand on en a 3 comme ça, eh bien, automatiquement, on finit par savoir, alors je dis bien on finit, au début, c'est pas évident, mais on finit par savoir que le A, il est forcément AO, c'est-à-dire il est forcément préfixe. Quand on voit la construction comme ça, on se dit, ah, forcément, il y en a 3. La première, c'est un préfixe ou pas? Et vu qu'on finit par savoir qu'il n'y en a que 5 et qu'on les connaît, donc AO, c'est un préfixe. PAO, ça peut être un préfixe. Là, on le retrouve comme préfixe, etc. Donc, et d'ailleurs, c'est vrai que vous pouvez tout à fait essayer de repérer dans le texte, vous avez là l'exercice après, vous pouvez repérer dans le texte les similitudes. Sans que ce soit de la science pure, mais vous pouvez vous dire, ah tiens, là ça ressemble, ah tiens, là ça ressemble. Et puis à partir de là, vous me posez des questions. Et puis en fonction de vos repérages, très personnels et subjectifs, vous allez certainement vous dire par déduction, ah tiens, ça c'est marrant, tiens, ça ressemble, tiens, la construction, qu'est-ce qu'elle a de commun ou pas. C'est l'histoire un peu de s'emparer de cette matière pour que justement on fasse plus que d'apprendre des listes, mais qu'on se pose un peu des questions. Donc ici, en l'occurrence, AO, c'est un préfixe. Ok, donc dans ce cas-là, celui-là, déjà à ce stade, si ça c'est un préfixe, à ce stade, la deuxième lettre ne peut être que la lettre racine. Parce que vous ne pouvez pas avoir 2 préfixes d'un coup. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir tac, tac, 2 préfixes, puis ensuite la lettre racine. Ça n'existe pas. Ça c'est sûr par contre, complètement sûr. Sur les suffixes, en général, vous n'en avez qu'un. Mais vous pouvez aussi en avoir 2 de temps en temps. Pas toujours. Et il n'y en a pas plein qui peuvent être deuxième suffixe. En fait, il y en a surtout qu'un seul qui peut être deuxième suffixe, c'est celui-là. Mais là, vous le voyez en tant que premier suffixe. Tout simplement. Parce que si ça, c'est la lettre racine, ça, c'est forcément une lettre suffixe. Forcément. Il n'y a pas d'autre choix. Et c'est ce que je voulais dire en parlant de la 7e ligne de notre tableau. C'est-à-dire que le ça, normalement, on ne l'a pas encore étudié, mais on finit par le voir assez souvent dans son rôle de suffixe. Donc, on l'apprend. Par exemple, là, je vous fais une description du ao, da, sa, de. Et puis du coup, ao, da, sa. Alors, da, parce qu'il est préfixé aussi. Dès lors que le ta, il est dans une, on va dire, construction complexe, en général, on passe du ta au da. En général. Ça, c'est pour Dominique. En général. Donc, ao, da, sa, de. Et pourquoi ao, da? Alors là, ao, da, ok, très bien. Pourquoi da, sa, de? Alors, ça, c'est un suffixe. Et ce que je vous explique, c'est que le ça a le pouvoir de changer le son a en le son est. Mais encore une fois... Pas que le ça, les suffixes en général. Pas tous les suffixes. Ah, pas tous les... Ah ben oui, non, c'est plus rigolo. Pas tous les suffixes. C'est beaucoup plus rigolo et c'est pour ça que je ne vous fais pas la liste. Parce que sinon... Ok. Comme vous voulez, franchement. Si vous voulez apprendre par liste, vous pouvez. Vous avez dans les ressources, encore une fois, vous avez le PDF de toute la leçon d'apprentissage de la lecture. Alors là,
on y va tableau par tableau et très progressivement. Mais, non, ce n'est pas tous les suffixes. Il n'y en a que 4. La, sa, da, na. Ça, c'est le moyen mnémotechnique. Je vous le donne comme ça, vous n'avez pas besoin de le retenir, je vous le redirai à peu près 10 440 fois. Donc, au bout d'un moment, vous le savez. Et vous le verrez dans le contexte encore une fois. La, sa, da, na. Ok, très bien. Donc, ça a le pouvoir de changer le son A en E, ou en E, O en E, non, O en E, U en U en A, ou en E, E en E, I en I, etc. Donc, ouais, etc. C'est tout, quoi. Donc, da, sa, de. Tout simplement. Ao, da, sa, de. Alors après, le but de l'exercice qu'on fait, et là, j'espère que vous allez petit à petit vous dire « Ah ouais, tiens, il y a un intérêt », c'est de vous dire « Tiens, tout ça, là, ce que je suis en train de voir, c'est déjà des repères. » C'est-à-dire que si vous apprenez, par exemple, Aoda Sade, même si vous ne connaissez pas encore la règle de tous les cas de figure qui vous expliqueront le pourquoi du truc, ok, n'empêche, vous avez un point de repère. Et ce point de repère, lui, il peut devenir solide. Et donc, il vous permet d'éclairer petit à petit tout le reste. Parce que vous vous dites, ah oui, donc là, c'est une syllabe classique dans sa construction. Ao, da, sa, de. Ok, très bien. De la même manière, par exemple, je vous donne un autre exemple. Vous avez le mot Bouddha. Le mot Bouddha en tibétain, c'est Sangye. Eh bien, Sang, ça s'écrit Sa-nga sa-sang. C'est-à-dire, ça s'écrit Sa, Nga, Sa, Sang. D'accord? Sang. Ça, c'est le mot pour Bouddha. Donc, Sa, Nga, Sa, Sang, c'est un exemple type d'un Sa en tant que deuxième suffixe. Mais bon, là, voilà, pour vous, ça vous fait une information de plus, parce que tout à coup, il faut accumuler les informations, mais au bout d'un moment, c'est plus une information de plus. C'est-à-dire, c'est un mot repère. Mais pourquoi c'est un deuxième suffixe? Ça, c'est le pré... Ah non, c'est pas le préfixe. Ça, non, non. On ne dit pas sao, on ne dit pas sao, na. Non. D'accord. Non. C'est pour ça que moi, je pense que vous avez intérêt d'apprendre comme ça, honnêtement. Parce que c'est plus simple. Sinon, ça veut dire que vous devez aller dans tout le truc théorique pour chaque fois vous rappeler pourquoi on dit comme ci et pourquoi on dit comme ça. Donc, ça veut dire que vous avez une approche juste théorique à la compréhension des syllabes. Là, moi, je vous propose autre chose. Je vous propose tout de suite de faire une forme d'immersion. Ce n'est pas une immersion complète, on est d'accord, mais Aoda Sade. Et au bout d'un moment, vous voyez cas de figure par cas de figure. Parce qu'ensuite, le but, c'est que si je dézoome et on a ça, ensuite, là, on en est à la 3e leçon, hein, donc tranquille, hein. Mais disons, on peut imaginer qu'à la 5e, 6e leçon, voire 7e, tout ça vous les plaît, hein. Et puis vous les plaît, c'est-à-dire que... Alors là, c'est à la tibétaine, c'est-à-dire que vous passez à la suite que quand vous avez appelé ça. Alors, moi, je ne serais pas aussi sévère que la Matonzong quand j'ai appris avec lui. Mais le principe avec la Matonzong, c'était ça. C'est-à-dire, une page, on comprenait strictement rien ce qu'il nous disait, vu qu'on ne parlait pas un mot de tibétain, mais on prenait une page d'un texte, Mahakala par exemple, et on apprenait à lire. Alors là, il fallait juste répéter derrière lui, hein, Pao, Chan, Orochom, Achom, La, Ta, Da, Da, Naden, point, c'est tout. Et puis ensuite, le lendemain, il fallait à peu près essayer de redire pareil. C'est tout ce qu'on faisait, hein. En termes de pédagogie, ça n'allait pas plus loin. Mais c'était intéressant aussi, parce que ça m'a fait capter des choses. Donc là, pour dire, une fois que vous savez bien épeler ça, vous comprenez peut-être pas encore tout théoriquement, mais vous avez une sacrée base. Et puis ensuite, ça va devenir plus en plus simple. Moi, je préfère cette approche. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est sans arrêt en train d'utiliser le computer, quoi, d'une certaine manière. On dit, attends, ça, nga, ça, sang, attends, Et puis, alors qu'au bout d'un moment, on le verra, sangué, on le verra, quoi. Puis ça deviendra Chomdende. Là, on parle de Chomdende, hein. Chomdende, c'est le Bouddha Bhagawan, hein. Palden Lama Tampanam la Kapsuti, Sangue Chomdende Nam la Kapsuti. Hein? On le dit dans la prise de refuge, hein. Sangue Chomdende Nam la Kapsuti. Donc on le dit tout le temps. C'est un mot, c'est pas.
Voilà, donc a priori, et ça c'est tous les jours qu'on récite notre prise de refuge, si on le fait. Donc dans ce cas, on a tous les jours l'occasion de dire Chomdende. Hein. Chomdende. Donc au bout d'un moment, bah, ça devient automatique, hein. Comme Sangye d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, ok, donc voilà pour le Aoda Sade, d'accord? Ensuite, ici, je fais un petit zoom sur cette syllabe. Alors là, il faut s'accrocher un tout petit peu. Mais un tout petit peu. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de s'accrocher beaucoup. Donc, pas de problème. Mais en fait, au départ, c'est simple. Il n'y a pas besoin de s'accrocher, c'est super simple. C'est super simple si on comprend que ici, tac, attendez voir, je zoome carrément beaucoup plus. Voilà. Donc ici, ça, c'est une syllabe. Alors c'est là où il faut vous accrocher. Parce que vous avez appris, et c'est bien que vous le sachiez, qu'une syllabe, on sait qu'elle se termine parce qu'il y a un point. D'accord? Donc ça veut dire que tout ce qui est avant le point, c'est la syllabe. Ok. Donc là, moi, quand je vous dis ça s'arrête là, ça c'est la syllabe, vous me dites non, 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 et vous avez raison, parce qu'il y a un élément là, et puis là. Mais vous avez en fait pas raison. Pourquoi vous n'avez pas raison? Parce que c'est quand même, pour l'instant encore, moi qui ai raison, pour le coup. Donc j'en profite. Parce que le pas, ici, c'est la syllabe. Et ici, si c'est vraiment ça la syllabe, alors la question, elle se pose, et ça, c'est quoi? Et le ça, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est tout simplement une particule. Alors voilà, je vous introduis aux particules. Alors, je vous introduis aux particules et on ne les quittera plus jamais, les particules. C'est-à-dire que les particules, ça fait partie on va dire, un élément fondamental à la compréhension d'un texte. Pourquoi? Parce que c'est les éléments d'articulation. Pour vous le dessiner d'une manière graphique, les particules, c'est, imaginez, vous avez des mots ou des groupes de mots, donc tac, hein, comme ça, tac, tac. Et puis vous avez des plus. Les plus, c'est chaque fois une particule. C'est-à-dire, ou alors on pourrait le dessiner autrement, tac, lien, tac, lien, tac, lien, tac, lien, tac. Ça, tous les traits horizontaux, c'est les particules. C'est-à-dire que c'est la glue entre les différents wagons. C'est les crochets. C'est ce que vous voulez, bon bref, mais c'est ce qui crée le lien. Donc c'est fondamental. Parce que vous pouvez avoir des éléments complexes, par exemple, tac, 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 et puis ça, c'est un élément en soi, d'accord? Et puis après, vous pouvez avoir tac, et un autre élément, tac, un autre élément, et puis là, un élément complexe, tac, hop, 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 hop. Admettons. Donc ça, c'est possible aussi. C'est-à-dire que une particule, globalement, c'est tac, tac. Mais à l'intérieur du rond, ici, à gauche, vous pouvez imaginer plein de choses qu'on met dedans. Et là, le rond à droite, plein de choses qu'on met dedans. C'est un peu de la théorie des ensembles, hein, comme quand on était à l'école, on faisait de la théorie des ensembles. C'est à peu près pareil. Donc la particule, elle, est celle qui va relier. Donc, quand on en revient ici à notre exemple, ça, c'est la syllabe, pas. Et ça, c'est la particule, en l'occurrence un génitif, mais tranquille. Pourquoi tranquille? Parce que le génitif peut avoir plusieurs formes, parce que on va le voir pendant des leçons et des leçons. Voilà. Dès lors qu'on se met à étudier les particules, on le retrouvera toujours. Il a beaucoup de fonctions, il est variable, mais là, vous en apprenez une forme, tout simplement. Et ce que vous pouvez aussi savoir, c'est que le génitif permet de créer une relation entre l'élément à gauche et l'élément à droite. Je ne vous dis pas encore toutes les fonctions de cette relation, mais c'est une relation telle que, quand vous dites par exemple, c'est ma pomme. En tibétain, si vous voulez dire que la pomme, elle est liée à vous, vous allez devoir utiliser un génitif pour faire que vous avez un lien avec la pomme. D'accord? Si vous dites un restaurant thaïlandais, il va falloir faire un lien entre la Thaïlande et le restaurant pour qu'on comprenne qu'il y a un lien entre les deux. Donc ça, c'est le génitif. Et on le verra, encore une fois, on le verra dans le contexte.
Donc ici, voilà un exemple simple, voilà, d'une des lettres qu'on apprend. Oui. Jean-Marc, Oui. Oui, Brigitte. De quelle manière est-ce qu'on va prononcer cette syllabe? Enfin, cette syllabe avec le génitif. Tout à fait. Alors, complètement. Donc ça, vous le retrouverez ici dans les formules. Ça, c'est juste pour vous dire que, eh ben, même si vous ne vous souvenez pas de ce que je vous dis maintenant, vous le retrouverez ici. Ça, c'est clair. Et puis, là, on va le regarder là maintenant en termes d'exercice. Donc là, on prononce simplement pa, agigui. Et puis, on peut connaître le résultat, c'est pe. Mais, bon, normalement, si on fait vraiment de l'épellation pure, on dit pa, gigui, c'est tout. On dit pa, yatacha, gigui, chin, chin, pa, gigui, sa, nyatanya, gigui, ning, pa, naropo. Ça, c'est de l'épellation pure. Mais en fait, je vous mets quand même pa, gigui, pe. Parce qu'à la lecture, vous dites chin, pe, ning, po. Ça, c'est clair. Mais, voilà. Pour l'instant, il ne faut pas vous encombrer trop avec ça. Si déjà vous savez pas agigui, c'est bien. Vous avez la formule. Donc, voilà. Donc, vous avez le repère, quoi. Après, une autre syllabe qu'on va... Mais est-ce que c'est clair pour toi, Brigitte? C'est OK? Ça suffit comme explication? Oui, à cette étape-là, oui. D'accord, OK. Mais c'est plutôt comme un I, tréma, pay. Ouais, c'est comme un I tréma. C'est comme un I tréma. Pay. Alors après, bon, sur la prononciation, on est bien d'accord, je vous l'ai déjà dit, mais toute la phonétique, quoi, l'utilisation du français pour phonétiser le tibétain, c'est juste une petite aide, hein. C'est juste, voilà, c'est pour pas être complètement largué. Mais ensuite, la réelle prononciation, ça, c'est avec des tibétophones que vous allez l'acheter. Moi, je prononce assez bien, mais je dirais pas que je prononce comme un tibétain quand même, hein. Certainement que je suis repérable à mon accent. Ou alors à mon accent kampa, ça, en général. Les Tibétains du centre, ils sont persuadés que je viens du Kham, donc c'est assez rigolo, parce que j'ai appris avec l'accent marseillais, si on veut. Donc, voilà. Donc, ok. Mais ici, paragigui, pe. Par contre, par exemple, pour l'illustrer, chin, pe, ningpo. Dans la langue parlée, on dit chin, pe, ningpo. Par exemple, je vous disais ma pomme. Ben, ma pomme, c'est nga, ça c'est je. Kushu, c'est pomme. Donc, nga et kushu. Quand vous liez les deux avec un génitif, vous dites nge, kushu. Donc, on a le nga qui devient nge, kushu. D'accord? Mais ça, de nouveau, vous allez l'apprendre petit à petit. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème. OK. Donc, ici, vous avez une autre syllabe qu'on va voir, qui fait partie, disons, des syllabes qu'on étudie dans cette troisième leçon. Ici, assez simple, presque, j'ai envie de dire. Déjà, à votre stade, vous avez des repères. Et le repère que vous avez fondamental, c'est que vous savez normalement où est la lettre de base, ou la lettre racine. C'est laquelle? Je crois que c'est très évident, non? Ou pas? Qui le dit? Avec le signe voyelle. Exact, avec le signe voyelle. Tout à fait, Sylvia. Donc là, il n'y a aucun doute. Dès lors, je vous l'ai dit avant, quand une lettre est accompagnée, et toujours bien accompagnée d'ailleurs, mais quand une lettre est accompagnée, c'est donc forcément la lettre de base. Donc, si on connaît la lettre ici toute seule, c'est donc sha. Si on lui rajoute un shapkyu, et là vous apprenez, vous faites connaissance avec shapkyu. Donc shapkyu, c'est le son ou, tout simplement, c'est pas compliqué, il y en a 4. Hein. Le son i, le son e, le son o, le son ou. Donc assez facile. Ça, c'est le son ou. Donc sha, shapkyu, ça donne shu. On pourrait dire que ça avant et ça après, donc préfixe et suffixe, c'est juste orthographique. Ça ne change pas grand-chose au son. Un petit peu. Pourquoi? Parce que chou, c'est différent que chou. Bon, mais ça c'est très fin. C'est pas évident qu'au départ vous le repériez, mais je vous explique quand même. Si donc ça c'est la lettre de base, évidemment, vous avez déjà compris, ça c'est le préfixe. Et vu que vous adorez gratter, fouiller, j'en suis persuadé, vous avez repéré que, tiens, c'est les mêmes.
C'est-à-dire que c'est les mêmes préfixes, pao, et que vous pouvez très certainement en retrouver d'autres endroits. Hein. Attention, ça, c'est pas le même. Hein. Donc, c'est là où il va y avoir des repères. Les 30 lettres, une fois que vous les connaissez bien, c'est 30 repères. Hein. Donc, attention, celle-là, c'est pas celle-là. Hein. Donc, il faut les identifier. Là, pour l'instant, on est dans le travail d'identification, qui est un travail hyper important. Donc, ici, ok, préfixe, bon, ok, comme ici, pao. Là, c'est pao cha, là, c'est pao cha. Ok, tout simple, vraiment tout simple. Pao cha, hein, pao cha, chapku shu. Et ensuite, ici, tac, tac, ah. S'il y a 2 lettres derrière, c'est 2 suffixes. Ça ne peut pas être autre chose. Le K, vous le connaissez, ça c'est la leçon 1, donc pas de problème, super simple. Et puis là, le sa, c'est le seul quasi qui peut être 2e suffixe. Il y en a encore un autre, mais le K est tellement rare que ça ne vaut même pas la peine de le dire. Donc, il n'y a que le sa qui peut être 2e suffixe. Et puis le sa, ben évidemment, on ne l'a pas encore appris formellement dans notre tableau des 30 lettres. Mais on le voit tellement qu'au bout d'un moment, vous allez le connaître. Moi, je suis sûr que vous le connaissez avant de l'avoir appris, celui-là. Donc, voilà le sa. Donc, pao, cha, chapkyu, shu, ka, sa, shuk. Et le son change un petit peu. Pourquoi? Parce que le K, vous le connaissez, je pense. Normalement, plus ou moins. Donc, c'est K, K, K. D'accord? C'est le 3e K. C'est le K qui est légèrement expiré et bas en termes de son. K, ok? Donc, il a une fonction un peu bloquante. C'est le but. Et sa fonction bloquante, c'est de dire chouk. Je vais exagérer le son. Chouk. Chouk. On prononce presque pas le K. C'est pas chouk. Des fois, on l'entend un peu. Mais disons, c'est chouk. C'est chouk. Voilà, ça bloque le son. Ça, c'est la fonction du K. C'est une fonction qu'on retrouve très souvent avec le K. Il a toujours cette valeur un peu... d'ailleurs, par exemple, pour dire arrêter, on dit K. c'est presque, on pourrait dire, une illustration de la fonction de la lettre. C'est-à-dire, le verbe arrêter, arrête-toi, K. Et donc, c'est en même temps ce son bloquant. Hein, K. Donc, pao, cha, chapkyu, shu, ka, sa, shuk. OK? Alors voilà, par exemple, là, on a 3 exemples de contexte. Et là, en apprenant, par exemple, ces 3 lettres, ces 3 syllabes, vous apprenez une foule de choses en termes de construction, mine de rien. OK? Ça vous semble clair à ce stade? Très bien. Après, on en apprend d'autres aussi. Alors, ici. Alors, là, on est dans le sanskrit vraiment. Hein. Bhagavati Prajna Paramita. Ça, voilà. Hein. La dernière fois, est-ce que je vous avais lu toute la partie ou pas? Je crois, hein? Non, je ne sais plus. Bon, bref. Ce que je pourrais aussi... Oui, je crois, hein? Oui. Ok, oui, donc là, Bhagavati Prajna Paramita. Ça, la prononciation juste du sanskrit, on l'a déjà un peu évoqué, je l'ai déjà un peu évoqué, c'est un peu compliqué parce que c'est pas hyper standardisé. Donc voilà, les Tibétains, ils ont un peu oublié depuis des siècles comment on prononce vraiment le sanskrit. Maintenant, ils sont en train de le redécouvrir parce qu'on redécouvre beaucoup le sanskrit. Les Tibétains arrivant en Inde, ils ont été de nouveau mis en contact avec le sanskrit sur une large échelle. C'est pas que certains Tibétains ne connaissaient pas le sanskrit, mais c'était très rare au Tibet. Donc beaucoup prononçaient tout ce genre de choses purement à la tibétaine. Et purement à la tibétaine, c'est pas du sanskrit vraiment. Mais au départ, tout ça, ce système, c'est du tibétain qui nous permet de translittérer le sanskrit. C'est-à-dire ils font de la phonétique avec le tibétain. C'est-à-dire ils se servent des lettres tibétaines pour exprimer des sons dans une autre langue. Comme nous, quand on utilise nos lettres à nous pour exprimer des sons dans une autre langue, comme le tibétain par exemple. Quand on dit la phonétique tibétaine, voilà.
C'est pas... Voilà, bon, bref, c'est la même chose. Donc, tout ça, on ne va pas l'apprendre vraiment en détail. C'est juste des illustrations. Une chose qui nous intéresse ici, par rapport à nos 30 lettres, c'est que là, Bhagavati, eh bien, Bhagawan, hein, Chomdende, Bhagawan, Chomdende Ma, Bhagavati. Donc, Bhagawan, c'est l'origine du mot Chomdende. Donc, ici, le wa, il est pris pour son son, tel quel, c'est-à-dire wa. Donc là, vous avez Bhagavati, vous avez une bonne illustration du wa, tout simplement. Là, c'est simplement, je l'ai mis comme repère, c'est-à-dire pour se dire, ah tiens, dans les lettres qu'on voit cette leçon, donc là, il y en a une, mais à nouveau, hein, la construction, là, elle est un peu compliquée, parce que c'est parajna, prajna, pour dire la sagesse, prajna. Mais vous n'avez pas besoin de le savoir, du tout, du tout. C'est juste une illustration. Une autre, là ici on a déjà vu, donc il n'y a rien de neuf. Là une autre chose, très simple, c'est la suite du sanskrit. Hein. Bhagavati Pranaparamita Hridaya. Ici c'est le cœur, Hridaya. Littéralement, quoi? Exactement en sanskrit c'est Hridaya. Mais de nouveau, on peut laisser un peu ça de côté. Ici, par contre, ça nous intéresse parce que c'est juste une illustration du ya, qui est une lettre qu'on doit apprendre. Tout simplement, le ya. Par exemple, quand vous dites un yak, c'est ce ya. Hein? Donc voilà, le yak. Le yak, c'est ya avec cette lettre-là. Si vous mettez les deux l'une à côté de l'autre, ça donne un yak. Et un yak, ben, c'est un yak. Ouais. Oui, pourquoi là on le prononce le K alors, yak, et au-dessus tu disais que ouais. Non. Ouais, si, ben, honnêtement, c'est pas, là je le prononce un peu pour vous le faire apparaître, mais c'est pas de la règle absolue, hein, parce qu'on peut très bien tomber sur des Tibétains qui diront yak mon podo pour dire les yak, et puis d'autres qui accentueront le K pour dire les yak. Mais ça c'est plutôt... Ouais, moi je dirais que c'est de l'usage, au bout d'un moment. La règle, je ne suis pas sûr qu'elle existe d'une manière absolument certaine. Parce qu'il y aura toujours des contre-exemples. Donc quand il y a beaucoup de contre-exemples, ça devient compliqué d'avoir une règle définitive. Donc du genre, la règle définitive, ça serait, chaque fois que le cas est suffixe, on l'entend. Mais ça, ce n'est pas la règle. La règle qui est donnée, c'est que c'est un suffixe muet. Ça, c'est la règle qu'on donne. Mais dans les faits, il n'est pas si muet que ça. Parce que de temps en temps, on l'entend. Par exemple, je te donne un bon exemple. Tashidele. Tashidele, c'est bonjour. Ok. Eh bien, tu as des Tibétains qui disent Tashidelek et tu l'entends, le cas. Donc, certains disent Tashidelek et d'autres disent Tashidele. Et donc, c'est de l'usage. Mais dans la règle, tu n'entends pas. Si par exemple, tu vas au Ladakh, le Ladakh, eh bien, eux, ils prononcent tout. C'est-à-dire que si là, plutôt que de dire Sanyatanya Giguninganing, eux, ils disent Sning. Ils prononcent tout. Là, ils diront Lnden. Tu vois? Parce que c'est comme des espèces de formes proto-tibétaines, antiques. Donc, qui expliquent peut-être l'origine de l'orthographe de certains mots. Ça, c'est possible. Mais bon, ça, c'est de l'archéologie, hein, c'est autre chose. Mais pour dire que, à la fois, il y a des règles. Les règles, en général, que je vous apprends sont les règles du tibétain standard, c'est-à-dire le tibétain de Lhasa. Maintenant, forcément, ayant appris avec un tibétain venant du Kham, Lama Tenzong, j'ai quand même pris des réflexes un peu Khampa, mais j'ai aussi vécu longtemps avec une tibétaine du Tibet central. Et donc là, du coup, je me suis bien fait allumer, donc je suis passé un peu à l'accent du Tibet central. Donc j'ai une espèce de mixte en termes d'accent. Puis je me suis rendu compte, forcément après avec l'usage, que bon, là, il y a des fois où on ne peut pas être carré sur les règles, quoi. Et ça, c'est typique. Typique. Ici, là, bon, yak. Voilà. Mais c'était simplement pour dire que le ya, ici, ben, c'est un ya qu'on retrouve dans des constructions très simples. Hein, le yak, pour dire les yaks, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est pas très compliqué. On a quasiment fait le tour, parce que là, on est pareil, là, on est pareil. La dernière construction intéressante, c'est là.
Et là, je pense que ça, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant à plus d'un titre. Déjà, là, vous serez peut-être entraîné à Payata Chaga Chak. Ça, c'est déjà leçon 1, leçon 2. D'ailleurs, ça va vite. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments au bout de la 3e leçon. Hein, si vous reprenez toutes les syllabes prises dans leur contexte, ça fait beaucoup, hein, franchement. Mais maintenant, il n'y a pas besoin de tout savoir d'un coup. Hein. On y reviendra tranquille. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais disons, voilà. Payata cha, ka, cha. Ça, c'est typique. De nouveau, le ka, il donne cette teinte, on va dire, c'est pas une teinte, mais ce son un peu sourd. Donc, cha. Et puis après, bien sûr, petit à petit, je vais vous dire aussi ce que signifient les choses. Cha, c'est les mains à l'honorifique. Hein? Mais ça, pour l'instant, je me méfie beaucoup. Parce que je ne veux pas vous en mettre des tartines et des tartines. Parce que sinon, une leçon, elle va être trop dense. Ça ne va pas aller. Et puis, on n'a quand même pas 1 heure chaque jour à consacrer à l'étude du tibétain. Quoi, si vous les avez... Les mains à l'honorifique, ça veut dire que quand on parle pas des mains humaines, ça veut dire qu'on parle des mains... Oh, attention, c'est des mains humaines aussi. L'honorifique n'est pas réservé qu'aux déités. Hein. D'accord. Pas du tout. Non. L'honorifique est réservé à une personne d'un rang social plus élevé que le nôtre, ou d'un rang spirituel plus élevé que le nôtre. Donc, ce n'est pas pour les déités. Donc, cha, par exemple, si tu veux parler des mains du karmapa, tu diras cha. Tu diras pas lakpa. Tu diras cha. Mais, par exemple, on va composer aussi des mots à l'aide de mots à l'honorifique. Par exemple, le travail. Le travail à l'honorifique, c'est leka. Et puis le travail non honorifique, c'est leka. Tout simplement, leka. Et le travail à l'honorifique, c'est chale. Et donc, c'est le cha que tu rajoutes. Et si tu demandes à quelqu'un, simplement dans un rapport même poli, est-ce que vous avez beaucoup de travail, tu dis chale mon boyepe. Et tu dis chale, tu utilises le mot honorifique pour travail. Tu n'utilises pas le mot non honorifique pour travail. Simplement par politesse. Donc l'honorifique, c'est dans la langue... Bon là, je n'ai pas voulu vous faire peur, mais disons, pour bien parler le tibétain, il faut avoir les 2 niveaux de langue. Hein. Donc presque tous les mots, vous devez les connaître à double. Mais là... tout vient à temps, il n'y a pas de problème. Et puis, vous n'allez pas demain parler avec un Tibétain tranquille, il n'y a pas de souci. Quoi. De toute façon, nous, on va surtout étudier les textes. Donc, on va repérer. Mais après, bien sûr, ça vous donne une porte d'entrée géniale. Si vous voulez un jour apprendre le tibétain parler, vous aurez tout ce qu'il faut pour apprendre le tibétain parler. Il n'y a pas de problème. Mais là où je voulais en venir, c'est à ça. Ao, tsa, la, tsel. Donc là, le ao, vous avez déjà repéré. C'est-à-dire, si vous regardez ici, c'est la même chose. Ao, ao. D'accord? Donc ça, c'est des liens. Petit à petit, c'est bien de les faire. C'est-à-dire que vous prenez cette page-là, puis vous dites, puis vous essayez, ok, vous repartez dans le bleu total. Et puis vous y allez. Vous dites, puis vous essayez de faire des liens. Ça, c'est très bien de faire comme exercice, je pense. Un peu des moments comme si vous fouillez dans une boîte à chaussures. Ça, c'est un peu la boîte à chaussures d'une certaine manière. Dire, attends, allez, je vais m'amuser, je vais essayer de retrouver les AO. Où est-ce qu'il y a des AO? Hein? Ça, c'est à vous d'essayer de manier le matériel un peu d'une manière sympa, quoi. Mais là, clairement, AO, AO. Hein? Pareil. Ici, AO, toujours. AO, toujours. AO. Donc, ça, alors ça, vous ne connaissez pas encore cette lettre, mais après, vous le saurez, ça, c'est tsa. Il y a tsa, tsa, tsa. Si on regarde notre tableau, hop, là je zoome un peu, donc on a tsa, tsa, tsa. Voilà, tout simplement. Donc simplement, ici, il n'est pas noté en rose, parce que je n'ai pas trouvé d'exemple avec tsa. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'après, c'est très facile de remplir les trous, hein, une fois que vous avez clairement une assurance sur celle qu'on doit apprendre. Et puis tsa, et puis tsa. Tout simple, d'accord? Donc ça, c'est l'expiré. Tsa. Voilà.
tsa. Alors par contre, c'est TS, c'est tsa, tsa, tsa. C'est pas évident pour nous, hein. C'est tsa. Vous pouvez essayer de la dire, hein. Là, vous avez les micros fermés. Chaque fois que je prononce quelque chose, vous y allez, hein. Tsa. Vous profitez, hein. Moi je vous entends pas. Vous pouvez même dire n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Mais comme ça, vous essayez voilà, tsa. Ao tsa la tsel. Voilà, ao tsa la tsel. Hein? Ao tsa la tsel. D'accord? Ok. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, il reste encore un peu de temps. Donc après, je vous présente, bon là, il n'y a rien à dire. Là non plus. Là, vous avez les lettres dans le contexte. D'ailleurs, les lettres, oui, c'est les lettres, on voit les lettres, mais dans le contexte, c'est-à-dire les lettres dans le contexte de la syllabe. On est bien d'accord, hein, ça, il y a un sous-entendu, mais j'espère que c'est évident. Le principe, c'est toujours le même. Là, je vous fais un petit laïus, mais bon, il n'y a pas besoin. Voilà. Là, les quelques mots-clés, c'est toujours, voilà, pour en profiter, pour apprendre des mots-clés dans le cadre de ce qu'on voit, tout simplement. Ça, vous aurez le temps. Je vous mets les mots-clés, et puis voilà. Ça, c'est des choses, on va dire, en plus. Voilà, tout simplement. Mais, ce qu'on peut faire là, on va le faire ici, c'est que vous allez juste faire un travail d'écoute et de lecture. Donc vous fermez vos micros et puis vous laissez juste aller dans la répétition, tout simplement. Et on va épeler tout ça et vous laissez aller dans la répétition sans vouloir essayer de comprendre, tiens, pourquoi on dit ça. Vous laissez juste aller comme un exercice. Hein, juste, mais alors, par contre, vous prononcez, faites gaffe, je vous vois parce que vous avez le courage de laisser vos vignettes apparentes, donc je vais vous repérer. Il n'y a pas de problème. Ok. Pao, chanaro, choma, chom, la tata, dana, den, ao, dasa, de. Oui, ça va un peu vite, mais le but, c'est de vous faire décrocher le truc. Oui, non, mais comment ça se dit, hein? Donc, non, on est dans l'imitation. D'accord? Ma, shadembu, she, sa, she, raba, rab, kayata, kyagigu, ki, pa, ranaro, rola, rol. Vas-y, Patrick, vas-y. Non? Il y a quelqu'un qui t'écoute, t'as peur qu'on t'enregistre, quoi. Il n'y a pas de problème. Après, c'est un tout, c'est ça? Oui, mais justement, le but de l'exercice que j'essaie de vous faire faire, c'est de décrocher avec la sécurité que vous allez vous donner en vous disant « Ah oui, ça. » C'est l'idée de vous laisser aller et juste « Rana, ro, rola, rol, ta, shapku, tu ». Juste vous mettez ça dans la bouche. Même si c'est pas bien, même si c'est pas parfait, on s'en fout, c'est absolument pas grave. Mais comme ça, petit à petit, ça va venir, vous allez prendre l'habitude. On le fera. Je vais essayer systématiquement de le faire. Ça va vous faire beaucoup de bien. Payata chagigu china chin. Paagigu i. Sanyata nyagigu nyinga nying. Panaro po. Pao shasha kyushu ka sa shuk. Sanaro so. Ok? Tout simple, tout doux. Vous pouvez y aller, vous risquez rien. Là, on va passer parce que c'est trop compliqué. On reprend depuis ici. Panaro poda pe sakataka da ke tashaku tu pao chanaro choma chom la tata dana den ao dasa de ma shadembu she sa she raba rab kayata kyagiguki pa rana ro la rol tashakutu payata chagigu china chin pa agigui pe. Mais bon, normalement on ne lit pas. Bon. Sanyata nyagigu nyinga nying panaropo pao chanaro choma chom la tata dana den ao tasa de ma shadembu she sa she
raba, rap, kayata, kyagigu, ki, pa, ranaro, rola, rol, tashakutu, payata, chagigu, china, chin, pa, la, payata, chaka, chak, ao, tsala, tsel, lanaro, lo. Bravo! Voilà. Le but, c'est simplement vous vous laissez aller. Là, vous aurez à la fin, on est à la fin de la leçon, ce qui fait que sur le replay, vous pouvez prendre juste les 2 dernières minutes du replay et vous répétez, vous refaites le chemin. Ça, c'est vraiment... Mais alors, attention, qu'on soit clair. Ce type d'exercice, c'est vraiment pas un exercice où vous vous faites fonctionner votre petit computer mental. Ça n'a rien à voir. Là, on n'est pas dans l'idée de on comprend pourquoi on dit les choses. On assume complètement qu'on ne sait pas pourquoi on les dit. On est juste dans l'exercice de répétition. Comme si vous apprenez à danser. Vous n'avez pas forcément besoin de savoir que c'est une danse à 3, 4 pas ou gna gna gna. Vous faites le mouvement. Donc là, on apprend en faisant le mouvement. Je vous y encourage beaucoup. Parce que vous allez développer quelque chose d'autre qu'une approche intellectuelle ou mentale, qui est très bonne aussi. Mais là, vous développez autre chose. Et ça, je pense que c'est bien. Même ça peut nous faire du bien d'une manière générale. La baptême là. Ouais, mais sur 2 minutes seulement. Mon apprentissage, c'était l'inversion complète. C'est-à-dire, c'était comme ça. Voilà. Et puis, c'est un peu plus rapide. Et puis, un peu plus solide comme ça. Mais bon, bref. Mais ça a une vertu. Parce que vous apprenez aussi les choses vous dégoupillez le côté, vous lâchez un peu la sécurité de la compréhension théorique. Là, vous rentrez dans autre chose comme exercice. À mon avis, c'est intéressant. Donc voilà, vous avez du taf, hein, mais tranquille, il n'y a pas besoin non plus, voilà, on y va tranquille. Hein. Le but, voilà, on est entre nous, personne ne nous surveille, donc rassurez-vous, on peut aller à la vitesse qu'on veut. Hein. Tout va bien. OK ? Bon. Super. Écoutez, vu que le temps passe, on va s'arrêter là avec une dédicace, et puis comme ça, après, j'arrête l'enregistrement et je vous dis au revoir. Sonam diye tamche singpa ne tomne nyebe janam pamjen kega na jem bala tubai sibe tsole doa dolwarai sho. Voilà, merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vous remercie d'avoir assisté à ce cours. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est donc mardi. À bientôt. Merci à toi. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Bye bye. Bye bye. Bye.